Voilà. Eh bien, donc bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, nous allons nous présenter l'une après l'autre, puisque c'est nous qui sommes... c'est plutôt moi au départ qui suis à l'origine de ce projet. Comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai déjà fait ce genre de choses il y a quelques années, et puis comme j'étais seule à le faire, c'était un peu compliqué. Mais voilà, j'ai été médecin à Quimper pendant 40 ans. Je viens d'arrêter mon cabinet qui était juste à côté, là, il y a 3 mois, le 30 juin très exactement. Et j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Surtout de l'ergologie pendant un certain nombre d'années. J'ai travaillé à l'hôpital, j'ai été conseiller municipal à Quimper, j'ai fait de la recherche pharmaceutique beaucoup aussi. Et puis dans les années un petit peu avant l'an 2000, je me suis intéressée à la sexologie parce que les gens m'intéressent. Voilà. Et je ne voulais pas faire psychiatrie parce que c'est un peu compliqué, les psychoses, tout ça. Mais beaucoup de gens sont malheureux dans leur relation à l'autre. Psychologues, il y en avait suffisamment sur Quimper d'ailleurs. Sexo, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, pour moi, la sexologie, c'est la relation à l'autre, tout simplement. Et c'est très compliqué, ça peut être très simple aussi. Mais c'est intéressant, et donc je me suis intéressée à ça. J'ai fait des études à Paris, plusieurs années. J'ai fait des études de sexologie clinique, et puis pendant 3 ans. Et après, les week-ends, donc voilà. Après, je suis allée à Toulouse et au Québec, et j'ai fait sexo-corporel, qui là s'intéresse plutôt à la séduction, à la façon dont on se présente pour séduire l'autre, c'est-à-dire l'appeler à soi. C'est du latin, et aussi sexo-analyse, qui est une autre partie de la sexologie, qui s'intéresse plus au fantasme et à ce que les gens ont dans la tête. Et c'est très intéressant. Ce qui m'a permis donc d'avoir une consultation de sexologie. Et j'ai écrit aussi un certain nombre de livres, érotiques d'abord, et ensuite sexologie, en sexo. Et puis ça me plaît, j'aime bien. Voilà. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'en discuter. Et comme j'avais fait ça, cet essai il y a quelques années, j'avais trouvé ça intéressant. Et donc j'ai rencontré ces personnes-là, ces Genevois à La Rochelle, donc à ce congrès sexo. Et je me suis dit, je vais recommencer parce que c'est bien, ça me plaît. Comme j'ai plus de temps, et que, étant médecin, jusqu'ici, je n'avais pas trop le droit de faire ce genre de réunion, parce qu'on pouvait, le Conseil de l'ordre penser que c'était de la publicité déguisée, ce qui n'est pas du tout mon but, puisque d'abord, en plus, je n'exerce plus. Et donc, je me suis dit que c'était une façon de connaître et d'apprendre, parce qu'on connaît des choses qui sont théoriques, mais on peut aussi apprendre des autres. C'est ça qui est intéressant, l'échange. Et ici, nous sommes pour échanger. Voilà. Et donc, je connais cette personne depuis un certain temps. Et puis, je l'ai rencontrée un jour, là, chez Max, parce que je connaissais mon prof, je sais très bien comme ça. Et puis, il m'a dit, OK. Alors, moi, je m'appelle Linda Glou, je suis psychologue. J'ai une spécialité en sexologie. J'y suis arrivée, j'ai envie de dire, parce que voulant travailler essentiellement avec des adultes, il me semblait que la sexualité était vraiment un langage dans lequel on peut s'épanouir, ou dans lequel, à travers nos troubles, on dit quelque chose de soi, qui ne va pas, qui est en difficulté. Donc, je me suis spécialisée en sexologie. Je suis installée en libéral depuis un petit peu plus de 30 ans. Et puis j'ai été étonnée que, y compris sur Quimper, ce soit vraiment la sexologie qui soit l'élément déclencheur, en tout cas, la démarche de la majorité de mes patients et de mes patients. Ça représente à peu près 85% de mes patients. Et de fait, c'est vraiment un langage, la sexualité. Et j'ai participé aussi pendant 23 ans à la formation des élèves infirmiers et infirmières. Et puis, j'ai envie d'autre chose. Alors, c'est vrai que quand Françoise m'a suggéré de participer, je lui ai dit, je ne connais pas du tout, je suis curieuse. Ça va être une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Et je pense que moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est l'idée de rencontrer des personnes qui vont pouvoir parler de ce qu'elles vivent et des personnes qui soient autres que nos patients et nos patientes. Parce que c'est intéressant aussi de savoir ce que monsieur et madame tout le monde vit au quotidien et la manière dont ils conçoivent le rapport à l'autre, la manière dont la relation a évolué ou pas selon son propre vécu. Donc voilà, comme Françoise a si bien su vous le dire aussi, on va vous laisser la parole. Parce qu'on aime bien ça, on aime bien les échanges. Alors,
On n'est pas là ni pour juger, ni pour s'agresser. On est là pour essayer de s'ouvrir et de s'enrichir à ce que chacun peut avoir envie d'exprimer sur ce premier thème qu'on a choisi, hein, qui est la relation à l'autre. Qu'en est-il aujourd'hui? Voilà. Le plus important, c'est qu'en est-il aujourd'hui? Parce qu'effectivement, peut-être, mais peut-être pas, que les choses ont changé. Mais c'est vous qui allez nous aider à le définir. Est-ce que ça a changé ou pas? Donc, nous parlons de la relation à l'autre, dans le cadre de la sexualité, mais c'est vaste. Ça peut déborder bien plus que ça, bien sûr. Parce que la relation à l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchissons. Et maintenant, que veut dire maintenant? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 5 ans, 10 ans, 100 ans? Il y a eu tellement de changements. Apparents. Mais sont-ils si apparents, si profonds que ça? Oui, ils sont réels. Certains. Oui. Alors, à votre avis, madame? Le rapport par rapport à la famille, déjà, ça a beaucoup éclaté, enfin, je pense. Oui. Ça a beaucoup éclaté par rapport à la famille, parce que les gens vont travailler un peu plus loin qu'à côté de chez eux, le fils qui ne reprend pas le boulot du père, enfin, ça a complètement changé. Puis on est en meilleure santé. Enfin, pour moi, les choses ont complètement éclaté, quoi. Et à votre avis, c'est une bonne chose ou pas? C'est peut-être pas plus facile à vivre, mais c'est une bonne chose au point de vue individuel, quoi. Je pense, oui. Pour la richesse personnelle, je crois que c'est bien. Est-ce que quelqu'un serait d'un avis différent? Moi, je pense que comme les gens, on vit dans un monde plus individualiste, il n'y a plus d'échange. Donc, on recherche l'échange là où... Alors, est-ce que la sexualité, c'est un moyen d'échange qui compense le fait qu'on soit chacun lié dans sa bulle? Donc, c'est bon, général. Il y a toujours eu la sexualité. Mais c'était dans la partie, c'était caché, c'était pas... Oui, c'était caché, ça existait Et quand même. maintenant, ça intègre la vie sociale. Bon, alors il n'y a plus de jugement de valeur sur les gens, comme il y avait avant. La question est peut-être de savoir entre une sexualité qui était taboue, que beaucoup découvraient, excusez-moi l'expression, mais un peu sur le tas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément d'informations, etc., transmises, et aujourd'hui, un milieu où apparemment il y a du sexe un peu partout, parce qu'on a qu'à regarder les publicités, etc. Ça fait vendre, ouais. Est-ce que ça ne présente que des avantages, ou est-ce qu'on n'est pas passé d'une dimension un peu taboue à une pression Forcément, tout dépend comment c'est dit, comment c'est présenté. Oui. Il n'y a pas forcément de bonnes choses. Disons, tout dépend de tout ce qui est dit, en fait. C'est vrai que pour moi, la plus âgée, c'est ça. Ma mère m'avait souvent dit, surtout, ne fais pas de bêtises. C'est la seule chose que j'ai entendue. Oui, ça s'arrête. Là, on n'en parlait pas du tout, même longtemps après. Même longtemps Moi aussi, après. non, mais les choses étaient beaucoup plus cachées. On apprend plus par soi-même, Les choses que étaient par plus cachées. des parents, ou bien on apprend plus aussi par des amis. Il n'y avait pas beaucoup de bouquins non plus à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup. C'est plus axé sur la reproduction, et éventuellement comment Le éviter. clitoris a été décrit la première fois dans les années 70. En anatomie. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, c'est la première année, c'est l'anatomie. On l'évoquait très vite, et puis ainsi de suite. Et ça n'avait pas de nom. Il y a, je crois, 10 fois plus de noms pour le pénis que pour le paragénital féminin. C'est fou. Patriarcal. Voilà. C'est encore un peu comme ça. C'est Et patriarcal. pour revenir sur ce que vous disiez un petit peu, je me souviens, moi, j'étais jeune interne à l'hôpital Laennec, aux urgences, et j'en ai parlé dans un des bouquins que j'ai écrit, parce que ça m'a choqué terriblement. Terriblement, puis j'ai d'autres souvenirs, encore dont on pourra parler, mais je ne vais pas trop m'étaler. Mais en attendant, moi j'avais 20 ans, et je recevais des jeunes filles qui avaient 13-14 ans, qui venaient de se faire
c'était avant la légalisation de l'avortement. Hein. Elle se venait de se faire mettre une aiguille, la tricoter dans l'utérus, hein, vous savez que c'était comme ça que ça se faisait. Donc elle saignait, elle perdait leur fœtus, l'embryo, et elle arrivait aux urgences en saignant. Et à l'époque, j'avais été absolument outrée par le médecin de l'hôpital, dont je ne vous donnerai pas peut-être mort encore. Et puis, le chirurgien, l'un des deux, il y avait deux chirurgiens à l'époque, l'un des deux qui les traitait, qui les examinait en relevant le drap comme ça. On les traitait trop petites putes. Et il fumait des blondes, ce monsieur. Il laissait exprès le mégot, la cendre chaude tombait sur le ventre. Et ces pauvres petites, elles étaient toutes seules. J'avais honte. J'avais honte du médecin. C'était en 73. 72, 73. Je trouve, même 71, déjà. J'ai trouvé que c'était horrible. Ces petites, visiblement, elles ne savaient même pas ce qu'elles disaient. Elles avaient rien compris. C'est quoi être horrifié? C'est horrible. La conception, on n'en parlait pas, il y avait des et à la même époque, je me souviens aussi, donc je faisais à l'opératoire, le même chirurgien, enlevait assez régulièrement pour les fibromes les utérus aux femmes. Maintenant, elle fait beaucoup moins, heureusement, ça a évolué. Et il disait de toute façon, elle avait plus de 35 ans, la dame. J'arrivais 3 ou 4 fois. On enlève tout, ça ne sert plus à rien. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Plus style. J'ai des souvenirs terribles, j'en ai d'autres, encore plus récents. Ça c'est vieux, mais. Plus récent? Oui. C'est-à-dire de quelle année? Je suis allée en 2005, 2006, peut-être, je ne sais plus en quelle année c'était, enfin il y a 10 ans maximum, à un congrès, une réunion sur l'augmentation du délai d'avortement qui devait passer de 14 à 16 semaines et pour avorter. Et donc Madame Veil, extraordinaire, elle se serait présentée comme président de la République, celle-là. Enfin bon. Et donc il a raconté l'histoire de l'avortement, comment ça s'est arrivé, surtout une fille. Et donc il y a des tas de gens qui parlaient de communication universelle. Et puis il y a quelqu'un qui a posé une question, effectivement, à laquelle j'avais déjà réfléchi, mais je n'avais pas osé d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Quand j'avais fait des remplacements de médecins généralistes. À l'époque, on avait beaucoup de femmes de marins, Douarnenez par là, qui demandaient aux médecins de modifier la pilule, c'était très bien, les jeunes pilules, pour que leurs règles n'arrivent pas pendant que le mari était à terre. C'est vrai qu'on peut comprendre. Et donc, on décalait les pilules de quelques jours, de façon à ce que les règles... Puis je m'étais toujours posé la question, mais bon Dieu, pourquoi on ne prend pas tout le temps la pilule? Comme ça, le problème est réglé. Et donc, je me suis dit, je vais faire. Avec les années, j'ai appris un petit peu à me battre. Et j'ai posé la question. Mais j'ai dit, mais pourquoi finalement on ne prend pas la pilule tout le temps? Et il y a un monsieur, un grand, qu'on voit à la télé régulièrement, qui a dit, mais madame, pour que vous sachiez que les femmes ne sont que des femmes, quelques jours par mois. On appelle Julie. Vous avez compris? C'est atroce. Hein. Donc en fait, on peut effectivement, les pilules qui existaient à l'époque, maintenant elles sont différentes, mais on peut les prendre tous les jours. Et du coup, on a pas de règles. C'est pratique, non? Et maintenant, ça se fait d'ailleurs. Oui, mais pas depuis si longtemps que ça. Non, pas depuis des années quand même. Oui, mais c'est pas si vieux, j'avais. Voilà. Et une autre fois. Non, parce qu'il y a des pilules, il y a des méthodes contraceptives avec des pilules qui n'y a rien dedans. Donc on a des règles quand même. C'est pour les enlever. Voilà. Et c'est une histoire qui me disait. Ça pourrait être. On va se réveiller. Il faut vraiment. Plus de boîtes si on n'arrête jamais. Non, mais parce qu'il y a des médicaments. Oui, il faut plus de boîtes. Mais il y a un dérèglement hormonal. Pas forcément. Ça se remet en route après. Enfin, ça dépend ce que vous... Enfin, le débat n'est pas là, c'était simplement pour vous dire que les choses n'ont pas tellement évolué quelque
peux pas te conseiller de le faire tout le temps. On fait ça parce que- Non, on dit qu'il faut arrêter la pilule. Enfin, c'est un autre débat après. C'est juste pour dire. Mais à partir du moment où on n'était pas éduqué dans la famille, on n'a rien perdu. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que de toute façon, on était aussi naïfs, on était naïfs en même temps. Donc de ne pas avoir le cadre familial, on n'a rien perdu, puisque c'était pas très utile, ça protégeait un peu, mais. Vous croyez? Ben oui. En fait, c'était interdit, quoi. Il fallait pas faire bêtise. Enfin, excusez-moi si vous trouvez que je suis trop technique, vous me dites. Mais l'âge à laquelle on commence le premier rapport sexuel n'a pas baissé, très peu, quelques mois, c'est tout. C'est toujours 17 ans. Ça n'a pas changé. En moyenne, les gens avaient Oui, mais la nature humaine est comme ça. Non, on peut avoir des rapports à partir du moment où le garçon peut avoir des érections à partir d'une dizaine d'années, parfois plus tôt. Les filles peuvent être aussi réglées très tôt, de plus en plus tôt par contre, c'est là. De plus en plus tôt. Mais l'âge du premier rapport sexuel n'a pas véritablement diminué. Quelques mois, c'est tout. C'est des statistiques maintenant. Donc ça a peut-être apparemment changé, mais pas tant que ça. Pas sur tous les tableaux. Maintenant, si on revient un petit peu plus sur le thème d'aujourd'hui, Voilà, ça c'était la qui est relation. la relation. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'il y a au niveau du rapport à l'autre, la relation a évolué, qu'on a une autre manière de communiquer avec plus de facilité ou pas Qu'est-ce que vous en pensez, vous les uns et les autres La manière de communiquer des hommes est plus abrupte, quoi. Hein, Oui, mais les échanges sont plus faciles, je trouve, maintenant. Entre hommes et femmes, enfin, j'ai l'impression. Il y a peut-être moins de difficultés pour faire les choses. Vous ne regardez C'est plus de spontané. façon, je trouve, agressif. agressif. Je crois qu'on parle pas le même C'était langage. pas agressif, mais c'était. Simplement, Parler les mots qui quand même des choses. dans une conversation. Oui. Justement, est-ce que ça a évolué ou pas? Et dans quel sens? Dans le bon ou dans le mauvais sens? Ça dépend. Évoluer, je pense que la grande évolution, c'est depuis que la femme travaille à une indépendance financière. Du coup, la relation à l'autre n'est pas du tout la même, je pense. La femme est moins dépendante. Donc avant, elle se taisait peut-être beaucoup plus parce qu'elle avait le moyen de trop dire et de partir et de prendre des décisions importantes dans sa vie. Je pense que j'ai été beaucoup plus soumise. Le fait que les femmes travaillent, ça a changé beaucoup de choses. Dans la relation, dans le couple. Oui, certainement. Comme la contraception, le droit d'avortement, et le droit de vote, et le droit au divorce, qui ne date que de 75. Il faut quand même savoir que c'est 75% des femmes qui demandent le divorce. Même plus, oui. Ça a même changé là maintenant, parce que les dernières. Oui, les femmes elles hésitent plus à partir. Et ça, je pense que ça fait une grande différence. Oui, mais donc, le fait qu'on divorce plus facilement, est-ce que ça veut dire simplement que c'est plus facile sur le plan pratique, ou est-ce qu'il y a toujours autant de non-compréhension, je pense? Je pense que ça n'a pas changé à ce niveau-là. Dans le sens où, en faisant une thérapie de couple, depuis des années, il y a toujours la même chose, les hommes qui sont plus sur un raisonnement. Les gens parlent de la même chose, le couple parle de la même chose, l'homme il est plus dans l'intellectuel, grosso modo, et la femme est plus dans le sensible. Voilà. L'un est mis en grande zone et l'autre en FM. C'est pas mal. Et ça peut évoluer, ça. Non, mais ça, on ne le sait pas. Si on ne cherche pas des explications là-dessus, mais autrement, on ne le sait pas. Donc, on a l'impression que l'autre comprend vraiment pas ce qu'on dit. Oui, en général, ils parlent de la même chose. Oui, tout à fait. Mais pas sur le même plan. Voilà. Ouais. Donc, tu comprends rien. Mais oui. On est responsable de ce qu'on dit, mais on n'est pas toujours responsable de ce que l'autre comprend. Oui, mais c'est qu'on l'a mal dit, je pense.
Mais Et la manière de le dire, Parce que vous avez une manière particulière de le dire et nous on a plus de mal pour la compréhension directe. Bah, on n'a pas les mêmes connexions. On n'a pas les mêmes logiciels. C'est sûr. et vous expliquez ça comment? Pourquoi? C'est Est-ce que c'est est-ce que c'est simplement qu'une question de vocation? Ou bien est-ce que c'est Bah, là, on pense que c'est pareil. Pareil. A priori, les deux lobes de la femme sont en connexion, tandis que les hommes, c'est un côté par chaque. il y a des quantités d'explications qui changent assez régulièrement. Mais, Les hormones aussi, enfin, je pense que ça est. Oui. C'est très important aussi. Oui, je crois qu'on fait peur l'un à l'autre. On n'a pas réussi à s'apprivoiser. Peut-être encore plus. c'est ça qui est rigolo. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Non, mais voilà, mais il faut. C'est peut-être pas mal aussi, parce que si on est qu'est-ce qu'on s'ennuie? Mais non, mais je dis que non, mais qu'on se comprenne pas plus. Après, c'est la différence. Je pense aussi que les femmes voudraient que l'homme fasse autant de choses à la maison et en fin de compte, on ne peut pas transformer son compagnon en femme parce que l'équilibre n'est plus là et. Je pense qu'il y a des hommes qui en font. Ça me gêne un petit peu l'expression. C'est vrai. Ah oui, non, Alors là, on se témoigner parce que mon mari il faisait tout à la maison. c'est vrai. Et malheureusement, il est mort l'année dernière. Il faisait tout. Je rentrais du boulot, j'avais plus rien à faire. J'avais trouvé la perle. Et je crois que c'est Mais pas il travaillait et il était en invalidité depuis 3 ans, mais il était très mal en point. Mais il faisait quand même le dehors et l'intérieur. Donc, je savais ce que j'avais à la maison. Mais malheureusement, j'ai perdu l'année dernière, ça va faire 1 an bientôt. Et je trouve vraiment très dur de rentrer chez moi. Plus personne qui m'attend, qui me prépare mon café dans le genre du boulot. Voilà. Donc c'est vraiment très dur et j'avais très mal. J'ai trouvé la perle rare entre guillemets. Et il n'en était pas pour autant transformé en femme. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que je pense qu'il y a des femmes qui n'acceptent pas non plus que l'homme fasse la vaisselle, là, c'est normal. Ça existe aussi. C'est possible ça. Non, lui il était toujours au petit soin du monde. Oui. Il n'y a rien d'anormal, nous on fait bien tout, on peut pas tout. Exactement. Oui, on est Il n'y a rien d'anormal. Moi, c'est rare que j'entende ça. Enfin, je parle avec beaucoup de femmes et en général, les hommes. Moi je trouve que c'est normal. Ah oui, oui, il faut qu'ils fassent tout, qu'ils sachent tout faire. À partir du moment où chacun travaille, ça me paraît. Ouais, bah, je ne sais pas si c'est une généralité. Non, mais après, on peut essayer Mais après, on peut avoir chacun ses préférences peut-être. Effectivement, et puis changer de nom, c'est pas toujours évident peut-être. C'est ça, c'est être complémentaire enfin, dans le couple, quoi, que chacun. Il faut que chacun. Puis il y en a qui peuvent préférer faire la vaisselle, d'autres essuyer. Donc c'est parfait. Si chacun veut faire la vaisselle, effectivement, on la laisse sécher. Est-ce que ce n'est pas une erreur de chercher le complément? Je trouve. C'est une erreur, non? Après, chercher quoi autrement? Ah, je me dis, il faut que ça même. Que le couple fasse une union, en fin de compte, que le fusion Non, il ne faut pas chercher à changer l'autre en fait. Ah ça non, c'est sûr. Ah oui, c'est du à l'échec. Enfin, je pense que c'est ça la liberté. Non mais être complémentaire, disons que chacun apporte quelque chose dans le couple. Quoi. Oui. C'est ça le couple, mais Alors, des c'est choses, physique, oui. c'est quand même. Le C'est une couple, c'est communauté, deux forces qui vont dans le sens inverse. Un couple de force. Et c'est pour ça que ça tourne. Parce que c'est pas simple. Hein. Mais est-ce que vous pensez tout ce qu'on dit là, est-ce que ça a évolué pas tant que ça? Est-ce que c'est la définition du couple depuis toujours? Finalement. Parce que beaucoup de gens autrefois arrivaient ensemble. Heureusement, il y a quand même un certain nombre de personnes qui faisaient des couples qui duraient. Un est d'accord parce qu'ils vivaient moins longtemps, mais aussi parce que les familles avaient fait en sorte qu'ils s'entendent. Il y avait, comment on appelle ça, c'est pas des entremetteuses, des marieuses. Oui, des marieuses. Hein, je suis allée en Inde
Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et il paraît, moi j'ai discuté avec notre guide, qui était donc l'arrière-petit-fils d'un Maharaja, donc dans les castes élevées, ça se fait toujours, les mariages arrangés. Et il disait que finalement, bien souvent, ça se passait très bien parce que les familles choisissaient non seulement des patrimoines, enfin le côté financier, mais aussi des caractères qui pourraient coller ensemble et qu'il disait qu'apparemment ça pouvait marcher assez facilement. C'est ce qu'il disait, je sais pas. Je pense que dans les grandes familles, ça se passe comme ça aussi. Hein. Oui. Mariage arrangé, Une personne, pour voir si ça marche. Et puis moi j'estime que dans il y a des concessions à faire. Mais C'est ça une se faisait concession, le mariage si on arrangé. se sépare pour un oui, pour un non, ça Parce sert à qu'on rien. cherchait la durée. Tandis... Oui. Et c'était pas la mentalité peut-être actuelle, européenne. On ne cherche pas forcément la durée. Tandis qu'avant, on cherchait... Et on cherchait surtout le mariage, il ne faut pas oublier, c'est un contrat. Oui. Ce que beaucoup de gens semblent avoir oublié, effectivement. Hein, c'est chez monsieur le maire, c'est important. Séparer les biens ou les séparer pas, etc. Et autrefois, c'était surtout ça. Le mariage d'amour n'existe que depuis très longtemps. Depuis les années, depuis l'après-guerre, je crois, à peu près. Et je pense que c'était pas un problème de durée, c'est un problème de valeur. Dans le sens où, je prends la génération de mes parents, enfin, couple, bon, peu importe. La valeur, c'était la famille. Et que là, j'ai le sentiment que ça se réduit. Moi, maintenant, c'est ma pomme, un peu. Et c'est pour ça qu'il y a de mariages short qui finissent en divorce. C'est parce Parce qu'il n'y a plus cette valeur familiale. Non, les valeurs ont changé, effectivement. Oui, ou non plus du tout. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus du tout de valeur. Des gens qui s'est intéressé par autre chose. Parce que l'amour, c'est une chimie, finalement. Donc, je trouve ça me ferait savoir, quoi. Ben justement, c'est quoi l'amour? Dans l'amour, il y a le sens des valeurs et il n'y a aucune notion il n'y a aucun intérêt, quoi. Oui, mais c'est pas si simple. On parle de mariage arrangé. On ne parle pas seulement de mariage, on parle de relation à l'autre. C'est pas si simple parce qu'une relation uniquement d'amour, si vous voulez rester ensemble longtemps, excusez-moi, il faut un minimum aussi, si vous vivez sous les toits d'amour et d'eau fraîche, ça va durer un certain temps, mais au bout d'un certain temps, il y en a des deux qui vont en avoir marre. Puis vous aurez des enfants, peut-être, et du coup, il va falloir les élever, enfin, c'est pas si simple. Est-ce que l'amour va durer? Il y a des chances que non, parce que l'adversité, les problèmes d'argent, tout bête, on ne parle pas d'avoir une quantité d'argent, mais un minimum, ça pose des problèmes au quotidien. Et après, quand on en a plus aussi, d'ailleurs, mais bon, ça fait partie. Je crois que l'amour peut être. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce que c'est effectivement juste le sentiment? Est-ce que c'est quelque chose de global? Est-ce que c'est juste la tendresse, l'amitié, l'affection? Effectivement, c'est toute la chimie, mais chacun y met la petite poudre de perlimpinpin qu'il veut. Vous voulez que quelqu'un ait les bords ou bien... C'est profond et sincère, quand même. Mais je dirais que l'amour ça aide, mais ça ne suffit pas forcément à construire un couple. Non, ça suffit pas, on est pas tous. Ça va. Il n'y a pas que ça. Mais je pense que tous les gens qui arrivent à se divorcer, c'est l'effort dès le départ. Bien sûr, je pense. bah oui, peut-être évident. Certainement, parce que normalement, autrement, on ne se mettrait pas. On ne se mettrait pas en couple, parce qu'on n'est plus obligé non plus de se marier. Enfin, les grandes histoires finissent mal, hein, comme Juliette, Tristan et Isolde, ça ne finit pas tellement bien. Ça s'arrête très vite. Là où ça a changé, c'est ça en fait, et ça c'est pas toujours crois. évident. C'est de maintenir un dialogue et de parler des choses. Et s'il y a des choses qu'on enterre et puis dont on n'ose pas parler, et après c'est des choses on en veut à l'autre, c'est des choses qui s'aggravent dans le temps, je pense. S'il y a des choses qui ne sont pas dites, je veux dire. Oui, mais ça c'est aussi quelque chose qui a toujours existé. Le dialogue, je crois que c'est. Mais monsieur, c'est vous qui disiez tout à l'heure que maintenant, ou monsieur, non, je ne sais plus,
enfin c'était un monsieur en tout cas, donc l'un des deux au fond là, qui disait que actuellement on était beaucoup plus individualiste. Et donc est-ce que ça a changé effectivement par rapport à ce que vous dites? Vous avez, enfin, ce que vous dites c'est effectivement évident, enfin, moi ça me paraît évident, hein, parce que ça paraît évident à tout le monde. La conséquence c'est, est-ce que j'y trouve encore un intérêt? Si on est individualiste, on rencontre une personne, puis au bout d'un certain temps on dit, oh, bon, finalement... J'étais plus bénin tout seul. En fait, la relation à deux, c'est plein de choses. C'est les loisirs, c'est pas que l'amour, c'est pas que le sexe, c'est tout ce qui est autour, en fait. C'est un ensemble. C'est, je sais pas, on peut aimer les mêmes sports tout en se gardant des temps libres, quoi. C'est plein de choses, en fait. C'est tout ce qui est autour. La relation à deux, c'est pas forcément se mettre sous le même toit tous les deux. C'est pas une obligation. Il y a des nouvelles formes qui ont émergé aussi ces dernières décennies, enfin la dernière décennie. C'est un peu du chacun chez soi, on se retrouve pour les bons moments et on partage aussi plein de choses. Et les mauvais aussi, ça pourrait être intéressant. Et les mauvais aussi, bien sûr. On a quand même besoin d'un soutien, l'un ou l'autre, quand on a des soucis. Mais je disais tout à l'heure au journaliste qui était là, que j'avais rencontré donc, au moment de la vache folle et donc la liste en 1995, un couple d'amants, qui je crois devaient être mariés autrefois, chacun de son côté, à l'époque. Donc un vivait en Afrique du Sud et l'autre à Londres. Ils se retrouvaient une fois par an. Et c'est je vous conseille de le lire si vous ne le connaissez pas. Un bouquin absolument fabuleux, qui est le livre pour moi le plus érotique possible, qui s'appelle Les vaisseaux du cœur de Benoît Gros, qui a été censuré dans les années 50. Vous connaissez? Oui. Je trouve que c'est un des plus beaux livres d'amour qu'il y ait. C'est une très belle histoire. Hein? Ils se sont rencontrés quand ils étaient petits, chacun a vécu sa vie. Il y en a un qui est marin au fin fond de la Bretagne, et l'autre qui est prof de français, je crois, en anglais, en région parisienne. Ils vivent une histoire de fou, enfin, une histoire fabuleuse. Et voilà, et ces gens-là donc vivaient une histoire depuis 40 ans. Et donc je rencontrais à Londres. Je trouvais que c'est assez fabuleux, parce qu'il est probable quand même, ils avaient 80 entre 75, enfin entre 70 et 80 ans, je ne sais plus exactement, très désolée. Et je trouvais que ça m'avait fait rêver, parce que je me disais qu'ils avaient la chance de vivre quelque chose. Alors je ne connaissais pas leur histoire, hein, bien sûr, et j'avais trouvé que c'était formidable de garder 40 ans de bonheur comme ça. Et on voyait les étoiles dans leurs yeux, hein, les deux. Ils se tenaient par la main. C'est du fantasme. Et genre, s'ils étaient bons, peu importe. Est-ce que c'est important? On ne peut pas rêver, moi. Non, mais ces gens-là ils étaient heureux de se retrouver, ils préparaient c'est leur conception du bonheur. Voilà, ils étaient heureux. Visiblement, ils étaient heureux. Il n'y a pas de... C'est quand même exceptionnel. Il n'y avait pas de routine. Il n'y avait pas de routine. Non, il n'y a pas de routine. Les vaisseaux du cœur, c'est ça aussi. Il n'y avait pas le temps de s'installer. Les vaisseaux du cœur, c'est la même histoire. Hein. J'avais trouvé ça assez fabuleux. Mais quand on parle justement, c'est bien ça qui peut être délétère pour un couple, c'est la routine. Ouais. Avec tout le mauvais côté, les factures à payer, les enfants dont on doit s'occuper, le quotidien, etc. Les chaussettes. Et exactement, alors Voilà. si en plus l'un est ordonné, l'autre bordélique, etc. C'est vrai que ça crée tout un tas de soucis et qu'il faut des trésors aussi de compréhension pour dépasser toutes ces petites luttes intestines du quotidien et puis mettre encore un petit peu de fantaisie dans la relation à l'autre, savoir l'entretenir, cet amour dont on parlait. Oui, mais le quotidien, des fois, il prend une importance plus importante que... Et c'est là où il faut savoir être vigilant ou vigilante pour garder des petits espaces pour le couple, quoi, des moments où on va faire, ce que j'aime bien dire à mes patients, c'est faire tourner les priorités. C'est-à-dire que ben voilà, quand on est jeune célibataire, quand on est un jeune couple, quand on a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, un chien, une maison, etc., de toute façon, nos journées, elles font 24 heures. Donc il y a bien un moment où plus on se met de choses, plus on a de travail, plus on a de loisirs, plus on a d'amis, plus on a de l'ouverture sur les autres. Va falloir gérer ça au niveau du temps. Va falloir faire tourner donc, ce que j'appelle des priorités. C'est-à-dire ne pas toujours prioriser les mêmes choses, sinon la liste s'allonge et puis les journées sont finies avant qu'on ait atteint la fin de la liste et c'est toujours les mêmes choses qui passent à la trappe. Donc c'est vrai que ça demande d'y mettre de soi, la créativité.
sexualité aussi. C'est une grosse partie des consultations, ça, la routine. Le manque de désir. La sexualité, il faut quand même avoir du désir, un minimum, même plus qu'un minimum. Et quand il y en a plus, souvent, c'est effectivement chez les couples qui ont un certain nombre d'années, ils n'ont rien à se reprocher véritablement, mais ils ne s'entendent plus parce qu'il n'y a plus. Alors là, une des solutions, c'est d'aller voir ailleurs, mais ce n'est pas obligatoirement une bonne idée. Après, ça peut dépendre, hein. Après, bon. Mais c'est tout simplement parce qu'effectivement la routine s'est installée et tout à fait. Parce que effectivement les enfants, le chien, le voisin, les amis, et du coup on ne pense plus à soi, on ne pense plus à l'autre, en tant qu'autre, en tant qu'être. Et on ne pense plus au couple, on pense à la famille, ce qui arrive souvent. Oui. Il y a un glissement, par exemple, il y a des enfants et tout, le couple glisse vers la famille. Et le mot couple n'existe plus, c'est la famille. On fait tout ensemble, avec les enfants. On va s'en chercher. Quand un ne va pas bien, c'est toujours la faute de l'autre et ils peuvent reproduire la même chose ailleurs et ils ne se sont jamais remis en question. Oui aussi, mais c'est pour ça que parfois il faut savoir introduire un tiers peut-être. Pour discuter, parce que discuter avec l'autre, c'est pas facile. Reconnaître que soi-même on a des torts, c'est pas évident. C'est pas facile. De dire, ah ben oui, effectivement, je reste travailler trop tard, ou bien oui, je m'épuise à faire la cuisine et tout ça, mais tu pourrais peut-être de temps en temps m'aider, c'est pas facile. On l'a dit 50 fois. Mais quand, moi ça m'est arrivé quand même souvent, d'entendre dire des choses simples, pas des choses compliquées, des choses simples, et puis la personne en face, l'homme ou la femme d'ailleurs, dire, tu vois, ça fait 20 ans que je te dis ça. Alors, l'autre écarquille les yeux, des petites choses simples parfois. Hein. Je ne sais pas, dire, ben, je t'aime par exemple, c'est tout bête, mais... Ah ben je le sais, ben non, il le sait, ben non, ou elle le sait. Ben non. C'est bien de dire je t'aime. Comme quand on était amoureux au début. Et puis voilà, il y a aussi la tentation. Ça serait intéressant si vous voulez bien qu'on parle aussi, par exemple, il n'y a pas à part mon fils, il n'y a pas de très jeune, mais il y a aussi toute la modification de comportement avec Internet, les rencontres en un clic, Facebook, il y a même maintenant, je ne sais pas si vous connaissez, les Tinder et compagnie, je vais essayer ça pour voir, c'est fou, vous avez votre téléphone, vous ne connaissez pas? C'est la géolocalisation, non? Oui, c'est ça. C'est de la folie, ça. Il paraît que ça marche. Non, je ne sais pas. Donc, vous avez votre téléphone, votre smartphone, n'est-ce pas? iPhone, machin, tout ce que vous voulez, là, voilà. Bon, et puis, vous avez téléchargé, donc, il y en a plusieurs. Tinder, j'ai essayé pour voir, j'ai gardé ça 24 heures, et là, c'est épouvantable. Tinder, T-I-N-D-E-R. Je n'ai pas d'action. Et donc, il vous géolocalise, effectivement, donc vous mettez votre mobile peut-être, enfin je ne sais pas trop, 3 ou 4 critères, un genre de fiche vite fait. Et puis, vous mettez votre GPS, et puis à côté, vous avez tous les hommes, si vous êtes hétéro, si vous êtes homo, vous avez le droit, hein, tous les hommes qui sont... Et il paraît donc comme ça, donc vous... Et puis donc voilà, vous avez 20 jeunes gens, 20 jeunes hommes, là, ou 20 demoiselles qui sont autour de vous. Ah, tiens, Tinder, bonjour, bonjour machin, et puis on y va, tu viens chez moi. Et puis voilà, on va aller. C'est pas vrai, ça existe. Si, ça existe, c'est pas très vieux. Il y avait des t-shirts qui clignotaient aussi. Peut-être, comme ça, je ne sais pas. C'est des inventions, C'est du sexe pour du sexe. Oui, donc, oui. Si il y avait moins de gueule, c'est ça, mais c'est pas grave. Voilà, c'est même pas, ça change pas. C'est un peu triste, oui. Oui, très. L'autre n'existe pas. Voilà, et c'est pareil, le sexe, la sexualité par caméra, il y a plein de gens qui demandent sur tous les sites, etc. Mais quand vous êtes en relation avec quelqu'un qui n'habite pas à côté, moi je pense que c'est probablement pas mal, hein, de vous exhiber sur la caméra ou d'échanger, bref, peu importe. Mais à partir du moment où vous ne connaissez pas,
Ça me paraît plus compliqué, mais après tout, je sais pas. Hein. Justement, comment naît le désir, justement? Parce que c'est pas comme ça, quoi. C'est pas par virtuellement, c'est pas... C'est un peu compliqué. Ça mérite une séance entière. Il y a la mystère, bien sûr. C'est bien pour ça que naît le... C'est bien pour ça que personnellement, je pense que la sexualité est toujours relativement triste. Post-coitum, animal triste. C'est animal, quoi. Mais là, on est dans de la consommation, en fait. C'est comme on chercherait un prestataire de service pour telle ou telle chose. Là, c'est la même chose sur la sexualité. On ne s'encombre pas de la rencontre, d'avoir à draguer. C'est rapide, c'est vite fait. Mais c'est dommage. C'est pas dommage. Il n'y a pas de jeunes gens. Donc, mon fils ne dira pas ce qu'il pense, évidemment, parce que sa mère est là. Mais je ne pense pas qu'il fasse ce genre de choses. Et c'est lui le caméraman. Hein. Mais je crois quand même que ça peut être bien, peut-être dans certains cas, mais est-ce que ça apporte quelque chose honnêtement, d'accord, on va tous dire c'est de la sexualité, tout ça. Si ça pouvait, est-ce que arrêter les maisons closes? Moi, j'ai rien contre les maisons closes. Oui, mais peut-être que là, c'est librement consenti des deux côtés, donc c'est différent. Si chacun choisit la personne, si chacun est d'accord de franchir le pas, le problème. Non, mais oui. Mais est-ce que ça apporte quelque chose dans la relation à l'autre? Ah, ça, je sais pas. Ça, si chacun veut assouvir ses envies sexuelles, ben voilà. On satisfait à l'instinct. Moi, je sais que j'ai vécu 34 ans avec mon mari, bon, il est mort l'année dernière. Je répète, mais on était heureux, en couple, on était super heureux, on n'avait jamais de problème. On était face, et après la route était aussi, mais on a toujours su rebondir. Là, maintenant, je suis veuve, j'ai rencontré quelqu'un, et c'est vrai que ça fait des étincelles. Donc voilà, je repars pour une nouvelle histoire. Oui, mais ce n'est pas justement, c'est très bien, et ce n'est pas justement le but, apparemment, mais est-ce que c'est vraiment uniquement le but d'une sexualité rapide? Ce n'est pas tout à fait sûr. Ah, moi je cherche pas ça, moi je cherche non, mais pour ces jeunes gens qui font ça, et même les gens plus âgés. Hein. Non, mais il peut y avoir la place pour les deux, il peut y avoir sexualité et sexe. Sinon, on est dans un jugement de valeur, ça c'est pas bien et ça c'est bien. Sexualité et sexe, c'est pareil. Sexualité et amour alors. En relation, sexualité et sexe, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil pour vous. Le sexe serait très localisé, la génitalité, et la sexualité, c'est toute la dimension émotionnelle, affective, ce sens-là, oui, de l'échange et du corporel, oui, au sens large du terme. Quoi. Oui, sexe, c'est sans affectivité, qu'une. J'ai quand même la possibilité, c'est une nouvelle technologie, de permettre la relation, qu'elle soit sexuelle ou pas. Mais ça aide quand même dans la relation. Je veux dire, quand on est aujourd'hui, on est seul, on est une femme seule, on va pas forcément, tiens, je vais aller dans un bar ce soir, et puis peut-être que sur un malentendu, je vais conclure. Non, ça a aidé. Et après, voilà, il doit se passer. Est-ce que c'est vraiment, effectivement, quand on prend les styles, on va les citer, parce qu'on va plus, mais comme mythique et des choses comme ça, on sait que le but, voilà, pour l'homme comme pour la femme, ça va être de se retrouver dans le même lit. Mais après, il peut ne pas se passer ça, forcément, si on est suffisamment adulte pour essayer de voir ce qu'il y a au-delà de la personne. Il y en a qui vont chercher tout ça, effectivement, des liaisons extra-conjugales ou autres. Mais ça permet quand même une relation à l'autre, des personnes qu'on ne rencontrerait pas si on est dans un lieu particulier, à la campagne, à la montagne. Et même en pleine ville. Même en pleine ville, c'est pas forcément là où on fait ses courses, on rencontre du monde. C'est pour ça, moi je dis souvent, que tout ça, Internet en particulier, n'est qu'un outil de plus. Oui. Mais c'est un outil. C'est un outil. C'est pas une fin en soi. C'est pour ça, Tinder, comme je le disais tout à l'heure, ou les t-shirts, c'est ok par exemple, ça peut aussi peut-être permettre une belle rencontre. Ça, dans ce sens-là, ça peut être. Et puis même si on a envie de s'éclater sexuellement, si l'autre est consentant, aucun problème. Oui, là je suis d'accord pour ça.
Mais est-ce que du coup, si on le fait trop facilement, est-ce que ça va pas, on va pas oublier que... Si on est conscient de ce qu'on fait, éventuellement on peut essayer d'apprendre de l'autre, des autres, puisque les relations, on va peut-être les accumuler. Donc on est aussi sur un apprentissage de caractère, de profil de personne, de façon de faire par rapport à chacun. Il y a des hommes qui vont être tendres, il y a des hommes qui vont être très machos, il y a des femmes qui vont être très possessives, il y a des très jalouses. Enfin, ça nous permet d'apprendre plus sur la nature humaine qu'on n'aurait peut-être pas l'occasion de faire, ou ça va mettre du temps avant d'avoir des cas concrets qu'on peut analyser. Cette personne-là a un problème d'être traité, cette personne-là, je sais qu'elle est bien. Enfin, voilà. Ça accélère la relation, ça accélère les relations, ces outils. Ça les accélère ou ça les rend plus faciles? Ça rend facile la possibilité de rencontrer. Ça fait rencontrer plus de gens, en fait. Voilà. Donc, ça permet un choix qu'on n'a pas autrement. Voilà. Oui, ça ouvre des possibilités. Ça ouvre des possibilités. Oui, ça, c'est ce que je pense, c'est un outil. Oui, oui. Oui, moi je pense en ce sens, je pense que c'est bien aussi. C'est pour ça que ça a évolué aussi des relations. Pas toujours du couple, mais il y a aussi des amis là-dedans. Donc, on est des exemples aussi avec le site On va sortir concrètement. Il y en a qui, dès le départ, confondent et pensent que c'est un site de rencontre, donc envoient des messages. Non, c'est pas le but. Là, on est plus mais ça peut. Mais ça peut, ce qui doit se passer, doit se passer. Mais c'est d'abord un site de rencontre. Donc là aussi, on apprend beaucoup sur la nature humaine. Moi, ça fait 5 ans que je suis sur Quimper. Je me suis inscrite rapidement sur ce site parce que je le connaissais. Mais c'est exponentiel le nombre de personnes qu'on peut connaître grâce à ça. C'est pour ça que je dis dans l'accélération des possibilités de rencontrer le monde, oui, ça a bien fait. Oui, ce sens-là, complètement. Et je m'imagine dans une autre époque, ou l'époque de mes parents, ou la génération de mes parents. Effectivement, moi j'ai l'impression aussi qu'ils ont été mariés, rapprochés. C'est un couple qui dure. Maintenant, est-ce qu'il y a toujours de l'amour? Je ne sais pas. On est ensemble. On va connaître autre chose. Oui, ils n'ont pas connu autre chose. Bien sûr, c'est comme ça. Donc c'est deux, au niveau de la sociologie, on est sur deux générations complètement différentes. C'est individualisme. C'est comme ça, il ne faut pas sortir de là. Non, mais il est possible, enfin, c'est ce que je dirais sans doute, que la meilleure solution soit un petit peu entre les deux. Une fois qu'on a l'espèce d'équilibre. Et comme vous disiez si bien, je pense que vous avez raison, c'est très bien tous je ne porte pas du tout de valeur, justement, c'est un très bon outil, mais c'est pas une fin en soi, c'est juste un très bon outil pour permettre et de voir effectivement avec qui on peut Moi j'ai dit que vous êtes dans la génération Kleenex. On prend, on jette, on prend, on jette. Non, mais je conçois, je comprends tout à fait. Parce que on applique la même technique dans le couple que dans le monde du travail, c'est frais citron, hop, jardiner, on jette. On idéalise, c'est comme dans le monde du travail, on idéalise, C'est fini ça. on l'applique. Il n'y a pas de valeur, il n'y a plus de valeur. Le monde du travail, elle évolue et le couple en parallèle évolue de la même manière. Ça ne convient pas, c'est Kleenex, on presse, on jette, on relie, on efface. Oui, mais d'un autre côté, on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer autrement. Ça, c'est quand même bien aussi. Et puis on choisit aussi en fonction, je pense. C'est pas forcément vous la rencontrer. Non, mais je pense à toi, ça va, mais il y a un petit peu d'ironie dedans. Franchement, ça va, c'est vrai. Moi, je suis dans théorie, c'est immedios ad virtus, c'est-à-dire la vérité est dans le milieu. Mais un petit peu de chaque, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Et c'est ce qui est mieux, mais c'est pas... Et il y a un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup dans ce cadre-là,
j'aimerais bien voir un petit peu vos avis différents là. C'est justement les couples qui ne durent pas, mais justement les relations qui ne durent pas, les générations Kleenex et compagnie, et les familles recomposées. Parce qu'on a un couple, un deuxième couple, un troisième couple, éventuellement, un divorce, deux divorces, trois divorces ou des séparations. Et puis il y a justement, monsieur parlait des familles, là, la valeur de la famille, elle devient quoi, à votre avis? Qu'est-ce qui a changé? Maintenant, on a aussi des enfants de plusieurs lits, comme on disait autrefois, ensemble, qui ne s'entendent pas d'ailleurs. Ça peut poser des problèmes énormes, ou au contraire, ça peut très très bien se passer. Quelles sont vos expériences sur ce sujet? Ou quelle est votre opinion? C'est autour de l'héritage que ça se gâte. Non, ça se gâtait déjà avant. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Il ne faut rien laisser. Ouais, tiens, c'est une bonne idée. C'est rien, on ne sera pas là pour le voir. Je peux partir en troisième, c'est bon. On voit quand même souvent des familles avec des enfants de différents âges en plus. Hein, des âges très différents plutôt. Et qui s'entendent, ou au contraire qui ne s'entendent pas du tout, qui ne se voient plus, des parents c'est quand même un phénomène qui n'existait quasiment pas autrefois. Hein, autrefois, là je vous parle d'un pasteur, hein, la plupart des hommes étaient veufs, un tiers des femmes mouraient en couche. Avant Pasteur, avant 1865. Et ce n'avait pas les mains, exactement, dans des accouchements, c'était terrible. Les femmes mouraient de fièvre puerpérale, on appelait ça. Et parce que les étudiants en médecine, les médecins allaient d'un cadavre à la femme qui accouchait, ça dépend. À des moments où ils se sont lavé les mains, ça a un peu changé. Donc beaucoup d'hommes étaient veufs et avaient donc la possibilité de se remarier et d'avoir d'autres enfants jeunes. Et c'était le plus courant. Alors que maintenant, c'est un peu les deux. On voit toujours des hommes qui ont des femmes beaucoup plus jeunes qu'eux, hein, qui ont un deuxième, troisième enfant. Surtout parmi les gens qui ont une certaine aisance matérielle, mais pas obligatoirement. Et puis on voit aussi des femmes qui ont des enfants de plusieurs pas ethniques, qui s'entendent bien. C'est mon corps avec 3 enfants. Le dernier n'a pas le même père que les 2 premiers, ils s'entendent bien. Ah, ils sont frères, et sœurs, ils ne sont pas demi-frères. C'est un lieu à ce moment-là. Mais ça existe aussi des familles où ça se passe très mal, et c'est compliqué du coup. Effectivement, après l'héritage, Parce que quand la belle-mère, à l'âge de la fille aînée, c'est gênant pour moi. Et qu'elle a usufruit, c'est gênant. C'est gênant. Ah, oui, ça, ouais. Quand les enfants ont voilà, je pense à ça. Quand les grands-pères ont l'âge de... C'est un peu dur. Les enfants, les petits-enfants... difficile. Même la longueur de ça, c'est pas simple. C'est pas simple à gérer. Ça, c'est un phénomène quand même relativement récent, qui n'est peut-être pas... C'est depuis le divorce, la généralisation du divorce. Puis l'allongement de la vie aussi. Et l'allongement de la vie. En fait, les sociologues, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'en moyenne, à l'heure actuelle, compte tenu de la longévité des personnes, il y aura en moyenne 3 couples pour constituer une vie entière. 3 couples qui peuvent même durer relativement longtemps, en nombre d'années, hein, une vingtaine d'années chacun. Donc, vous avez des statistiques sur la durée, le premier dure temps en moyenne. bon, je n'ai pas de statistiques précises, mais il disait qu'en gros, on passerait par 3 vies de couple successives, comme si chaque étape nous apportait quelque chose et qu'on avait plus de maturité pour mieux construire le dernier, en tout cas, il faut l'espérer. On aimerait à 60 et quelques années, épuisés par leur travail, ils n'avaient pas le temps de penser à leur plaisir, à leur loisir, elles étaient déjà mal en point. J'ai une statistique sur la durée du premier couple, en général c'est 7 ans. 7 ans. En moyenne, c'est une moyenne. Ce qui veut dire que dans une statistique, vous avez une courbe comme ça. Hein. Donc il y aura déjà 2 ou 3 enfants. Et le deuxième. Ce n'est qu'une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus. Il y a aussi de plus en plus de personnes en retraite qui divorcent. Avant c'était rare, maintenant ça devient très fréquent. Oui, parce qu'avant on ne se voyait pas et voilà. Tout le temps ensemble là. Oui, voilà, il paraît que c'est difficile. Et puis on a aussi inversé la tendance. tendance. Le fait que la femme travaille et que l'homme travaillait aussi, elle ne pouvait pas divorcer. Tout à fait. On a inversé la tendance. Si avant c'était les hommes qui étaient veufs, maintenant ce sont les femmes. Il y a 2 tiers de femmes à âge égal contre 1 tiers d'hommes.
Donc, ces messieurs ont quand même 80% des divorces qui sont demandés par les femmes. Jusqu'à l'âge de 60 ans. Après, ça change. Et jusqu'à 62 ans, moi je les connais parce que j'ai fait 2 années de statistiques, d'études de statistiques. Donc ça m'intéresse, mais enfin je les prends quand même, il faut les prendre au second degré, parce que sinon c'est une courbe, la statistique. Et donc il paraît maintenant que jusqu'à 62 ans, tenez-vous bien, jusqu'à 62 ans, il y a plus d'hommes célibataires que de femmes célibataires. Après, ça change. Si, il paraît que si. Parce que les hommes n'aiment pas dresser le sol. Oui, mais ils sont célibataires, chère madame. C'est-à-dire qu'ils sont soi-disant seuls. Les statistiques, ils ne vont pas dire s'ils ont 2 ou 3. Ils ne se marient pas, en fait. Ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas en couple, plus exactement. Ils ne sont pas en couple. Voilà. Ils ne sont pas mariés ou ils ne sont pas en couple? Non, ils ne sont pas en couple. Oui, ils ne sont pas en couple établi. Maintenant, on peut être célibataire en couple. Hein? On peut être célibataire en couple. Oui, mais non, là je parle, c'est une statistique faite par les sociologues, c'est une statistique sur les gens qui disent qu'ils sont en couple ou qu'ils ne sont pas en couple. Effectivement, après, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Mais voilà, la statistique, c'est là-dessus. Et donc, il y a quand même jusqu'à... Et après, ça s'inverse du fait du décès de ces messieurs. Mais il n'empêche quand même... Il n'empêche quand même qu'il y a des anglo-saxons qui ont mis au point une technique que je ne sais plus, je pourrais retrouver ça, si ça vous intéresse, mais pour déterminer l'âge idéal entre 2 conjoints, il est de 11 ans. Dans n'importe quel sens. Dans quel sens? Je le répète, dans n'importe quel sens. Paraît-il. Voilà. Alors je suis un peu estomaquée, mais... 11 ans. 3 mois, je crois. On parlait d'écart, c'est ça? Oui, d'écart d'âge, de différence d'âge entre un couple. C'est une statistique. C'est une statistique, rien de plus. Alors je suis un peu étonnée aussi, mais voilà. Mais c'est dans les 2 sens. On peut sortir plein de trucs comme ça, mais bon, après... Ça dépend de l'âge aussi. Je pense que ça dépend, oui, bien sûr. Ça dépend. À 20 ans, on a les mêmes problèmes quand on est jeune que quand on est plus âgé. Je suis aussi d'accord. Je ne me verrais pas avec quelqu'un d'autre. Moi, je ne dis pas. Non, c'est une question, bien sûr. On n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes... Entre une jeune femme de 20 ans et un homme de 31, il y a moins de différence d'âge. Ils sont jeunes tous les deux. Voilà. Mais effectivement, déjà, quand la femme a 50 et le même homme, il en a donc 61, donc il rentre dans la retraite, il y a beaucoup de choses qui... voilà. Même en restant avec la même personne, quoi qu'il aura connu depuis 30 ans, donc ça peut aller, mais c'est vrai que... C'est pas simple, c'est pas ça, mais ça arrive de tout ça. C'est l'homme qui est plus âgé, qui est à la retraite, qui va attendre tous les soirs que sa femme prenne son travail. Si ça dure que peu de temps, ça peut aller, mais des fois, c'est pas évident, certainement. Mais après, bon, il y en a qui s'en accommodent certainement très bien. S'il est actif à la maison, s'il fait tout à la maison, voilà ce qu'il faut faire. Tout à la maison, attendant. Il n'est pas obligé d'attendre. Il est pas obligé d'attendre, en plus. Il peut vite faire lui aussi, là. Oui, c'est vrai. Enfin, si la femme doit se taper tout en arrivant, à mon avis, elle va peut-être pas être d'accord trop longtemps non plus. Mais je sais pas. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a à faire la vaisselle, il y a de donner à manger au chien, il y a faire la lessive. Ça fait pas 8 ans, alors quand même. Il faisait pas que ça. Une femme qui reste au foyer, mais travaille 5 heures par jour. Va faire rien que ça. Maintenant. Quand il y a des enfants, pas voilà. Là, je parle quand des c'est une enfants. famille, À la retraite, ils sont. Quand c'est une famille, après, c'est pas Puis quand on ne fait que ça, on prend plus de temps. C'est que quand on a du boulot, on expédie beaucoup plus. Mais plus efficace. autre chose à faire. Voilà, vous qui êtes, est-ce qu'on peut parler de l'exemple du désir? Comment on aime le désir? C'est très compliqué, chère madame. Oui, mais bon. Si ça se savait, le désir, c'est effectivement désirer, si tu n'es pas d'accord, tu me dis. Désirer, c'est amener l'autre à soi, c'est aussi apprendre et désirer aussi, ça vient du latin, ça veut dire de l'infini. Hein?
Et moi, c'est ce que j'explique souvent aux patients, c'est que ça apprend, de l'infini. ça vient de l'infini. Désidérer, c'est de l'infini, des étoiles. Ah oui, Hein, ça veut dire non, j'irai pour toi décrocher la lune. Alors la lune, on ne peut pas l'attraper. Hein, et donc, on ne peut jamais l'attraper. Et donc, désirer, d'après ce que toujours appris et je suis tout à fait d'accord avec ça, et tu me dis si tu n'es pas mon avis, c'est-à-dire être en manque de l'autre. Ce qui ne veut pas dire avoir envie, être en manque. Hein. Par exemple, je désire du chocolat si j'en ai pas, mais si je viens de me taper 2 kilos de chocolat, j'aurais plus envie de chocolat. Je dirais je désire pas de chocolat. Et c'est autre chose. C'est autre chose. Mais oui, effectivement. Mais donc, le désir, c'est être en manque. Désirer, c'est être en manque de quelque chose. Et si vous avez l'autre, et c'est le problème justement des couples qui sont toujours ensemble, hein, c'est qu'on finit par ne plus désirer l'autre puisqu'il est là. On l'a sous la main. Et le principe, donc, que moi j'essayais d'apprendre à mes patients qui étaient en manque de désir, c'est d'être toujours en état de manque de l'autre. C'est-à-dire effectivement de dire je t'aime. Ben, du coup, ça fait met la petite étoile dans la tête toute la journée, le temps qu'on le retrouve le soir. Hein, de dire je pense à toi, enfin des petites choses comme ça, des exemples, de façon à être en manque de l'autre. Parce que si on sait que l'autre est là et que de toute façon on s'aime, ok, très bien, et bien à un moment on n'a plus, c'est comme on est bourré de chocolat, hein, et le truc c'est de refaire remettre ça. Et c'est pour ça que les relations à distance, dans les couples qui n'ont plus d'enfants, enfin, je pense que c'est quand il y a des enfants, c'est plus autre chose. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens de nos âges, pas après 40 ans, 45 ans, quand les enfants sont grands, hein, je crois, hein, mais beaucoup de gens disent qu'ils préfèrent avoir des domiciles séparés, justement pour avoir le plaisir de se retrouver, même éventuellement vivre loin de l'autre. Parce que le manque, le désir, le manque de l'autre existe. Non, si madame ne parlait pas de la naissance, comment le secret. Ben voilà. C'est tout à fait ce que vous dites. Non, comment il arrive. D'accord. Mais on peut provoquer ça, justement. Ouais, quand on sait. Quand on sait. Oui, bien sûr, il y a des méthodes. Tout à fait. Oui, mais quelles sont les mots qui c'est compliqué. C'est la suggestion. Oh, il y a une question de sensualité aussi. Pas que. Non, pas que. Bah non, il n'y a pas que ça. Pas que. Mais aussi ça. Quand on a la sexualité, tout le monde n'a pas la même sensualité. Bien sûr, on est d'accord. Et ça s'apprend. Oui, peut-être. Ça s'apprend. Ça peut s'apprendre. Ça peut. Et la suggestion. Tout à fait. Ben ça, c'est suggérer. Suggérer, c'est la différence. Oui, c'est la différence, la suggestion, c'est entre la pornographie et l'érotisme, par exemple. Hein? Pornos, c'est montrer, c'est une image, pornos. Eros, c'est justement simplement évoquer. Hein? L'érotisme, c'est, vous vous rappelez de la leçon de piano, ce film, hein? C'est le pas, vous vous souvenez, le petit trou, hein? C'est Harvey Keitel qui fait ça. C'est d'une sensualité absolument extraordinaire, alors qu'un film pornographique montre. D'accord. Ok, très bien. Moi, ça ne me fait rien du tout. Par contre, ça, oui. Hein? C'est pour ça qu'autrefois, les femmes ne montraient que le bout d'une cheville. C'était très érotique. Maintenant, on voit les femmes nues tout le temps partout. C'est très joli. En plus, elles sont toutes photoshopées et tout ça. Alors, on prend plein de complexes. On se dit, hey, j'ai plein de rides, je suis vieille, je suis moche, je suis trop ceci, trop cela, je suis trop grosse, je suis trop laxe, trop grosse plutôt. Hein? Et en fait, ça ne correspond pas à la réalité parce que, effectivement, alors, l'homme qui saura éveiller ça, hein, le tirer sur un déboutonner simplement, c'était la galanterie aussi un peu, déboutonner simplement le premier bouton d'un chemisier en s'arrêtant. La femme lui dira, continue. Hein? C'est ça, comme ça que nous écoutez pas. Je trouve que c'est ça justement qui manque tout à fait. Pour les femmes actuelles. Tout à fait. Actuellement, c'est que on est tout de suite dans l'excitation. Voilà. Et c'est très désagréable et c'est pas comme ça que naît l'amour et le Je suis désir. tout à fait d'accord avec vous. Et voilà, et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui, je trouve, de tomber amoureux. Oui, mais ça, c'est ce qui se... Parce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un même qui ne parle pas. Enfin, qui n'a pas besoin de ça, à la limite.
tout doit être puisque ça peut suggéré, être... c'est le mystère. Tout à fait, ça peut être simplement dans les suggestions, mais vous avez tout à fait c'est ça qui tue cette envie de l'autre et l'amour. Oui, le problème, comme on disait tout à l'heure, je crois, tu me contredis, si tu n'es pas d'accord, tu me dis, hein, tu dis surtout, c'est le manque de temps. Et c'est ce qu'on peut reprocher à tous ces sites de compagnie là, que ça va trop vite. Le gros problème, c'est qu'on peut pour les femmes. Ça va trop vite. Voilà. Toujours. Voilà. On Et fait j'ai donc très fait bien. un petit bouquin il y a quelques années, hein, qui s'appelle Le sexe en une leçon, où il y a deux schémas, je l'ai donné aux journalistes qui ont passé là, où il y a deux schémas, et deux graphiques. Hein. Donc le commentaire c'était comment faire mettre le sexe en abscisse et en ordonnée. Et il y a deux schémas avec le plaisir masculin, enfin, la sexualité masculine si vous voulez, et la sexualité féminine, où on voit que la femme met beaucoup plus de temps. Et donc c'est pour ça qu'elle est souvent en décalage, parce qu'effectivement, elle n'a pas le temps, et il faut tout du bon, on la met devant des faits accomplis, et la plupart des hommes, mais pas tous, hein. Oui, mais c'est pour ça, donc, ben non, quand ça marche, justement, ça n'existe pas. C'est différent. Parce que la femme, il faut qu'elle commence avant de désirer. Il faut que ce soit elle qui commence. Donc il faut décaler. Par la suggestion, par le fantasme, par tout ça. Par le toucher, par... Combien d'hommes ne draguent pas? Ben, ça dit pourquoi vous ne draguez pas, Parce qu'on peut aussi faire connaissance avec quelqu'un sans être dans la sexualité. Oui, ben justement, on est dans le désir. Tout à fait, mais la sexualité, c'est déjà... Parce que justement, la sexualité, c'est quelque chose. Ça tue énormément. Comme disait monsieur, la sexualité, c'est tout un ensemble. C'est pas que l'axe sexuel. Parce que ces sites internet, c'est pas ça. Ça tue le mystère, ça tue plein de choses. Ça peut le créer Enfin, aussi. moi, Enfin, ça dépend, quoi. Et le désir, combien d'hommes ne font pas et en même temps simple. draguer la femme, ça tue. Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas réfléchi. Tous les hommes ne fonctionnent pas. Ah mais non, pas tous, mais heureusement. Heureusement. Bien sûr que non, tous les hommes. On n'a jamais dit tous les hommes. On n'a jamais dit, je n'ai pas utilisé ce mot, pas tous les hommes. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est souvent parce que l'homme n'a pas fait ce qu'il fallait pour. Et messieurs, alors on vient vous entendre. Parce que les hommes. La difficulté, je crois que souvent, il faut ajouter la différence de fonctionnement, c'est que les hommes, ils ont besoin de sexualité pour passer à l'intimité, et les femmes ont besoin d'intimité pour passer à la sexualité. Et parfois, c'est comme grandes ondes de FM. Effectivement, comment faire pour arriver à concilier tout ça? C'est pas facile. Se parler. Ou de claques. Les différences de fonctionnement, de toute façon, entre l'homme et la femme, entre chaque individu, de toute façon. Mais je pense effectivement qu'on pourrait avoir des histoires, de belles histoires avec certaines personnes qui nous attirent et autres, mais ça ne marche pas parce que, parce que effectivement, il y a une incompatibilité, alors que peut-être que si les choses avaient pris un peu plus de temps, ça aurait marché. Peut-être il y a 20 ans, 30 ans, quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas la facilité, quand il n'y avait pas les capotes, tout bêtement aussi. Quand on faisait la Quand on faisait, voilà. On n'avait pas le droit. Combien de temps il fallait avant de coucher? 24 fois, oui, quelquefois. C'est pas une obligation. Hein? C'est pas une obligation. Non, mais maintenant, c'est courant, apparemment. Oui, mais c'est pas une obligation. obligation. Chacun fait ce qu'il veut. Aux États-Unis, il y a de nouveau un courant qui prône la fidélité, enfin la virginité avant le mariage. Encore une fois, donc, c'est un manque de temps. Comme on est dans la société de consommation, voilà, on consomme aussi le temps, on se dit qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Moi je dis à chaque fois, que ce soit un homme ou une femme, c'est de trouver le bon ou la bonne personne.
c'est toujours ça quelque part qui est sous-jacent, mais on va peut-être passer par des méthodes de consommation pour essayer de trouver le plus vite possible le bon, la bonne personne. Et puis après, une fois qu'on l'a trouvé, on fait quoi? On s'installe peut-être dans une routine un peu trop rapide aussi. On ne cherche pas à construire des bases solides. C'est pas une généralisation, hein, c'est ça. Et du coup, on devient moins patient. Finalement, ça ne va plus. Au bout de quelques années, on se sépare, on a des enfants ensemble, on va se séparer aussi. On ne prend plus le temps de faire les choses. Ça va trop vite. La relation à l'autre va trop vite aussi. Oui, certainement. Il y a un peu sur les bases de construction. Elle est idéalisée aussi. Je crois que oui, certainement, probablement. Je pense qu'elle est idéalisée. On oublie qu'il y a le train-train, qu'il y a les enfants, les courses, le travail, le boulot, les heures, les embouteillages, etc. Oui. Et puis on oublie peut-être aussi que l'amour, c'est pas gagné, quoi. C'est vraiment quelque chose qui doit s'entretenir. Il suffit, c'est bien, c'est un sacré bon point de départ, mais si on ne sait pas d'entretenir, si on ne sait pas évoluer, grandir avec, il y a des moments où voilà, les chemins vont se séparer parce que chacun a évolué différemment, parce qu'on n'a pas su les entretenir. Oui, mais mettez-le quand même. De quoi? Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que l'important, c'était de ne pas se fier juste à un amour, mais de savoir aussi l'entretenir et le faire grandir, parce que c'est pas suffisant. Oui, juste découvrir à l'autre, envie de vivre autre chose avec d'autres personnes. C'est pas forcément. En fait, ça dépend de la conception. Quelquefois, tu penses que tu as fait le tour avec une personne et que voilà, tu as fait le tour, quoi. Bon, ça va. On va peut-être faire autre chose maintenant. Faire le tour de quelqu'un d'autre. Ben oui, mais quelquefois, la relation a été. Elle s'éteint d'elle-même, quoi. Enfin, je vais dire quelque chose de madame, parce que vous avez prononcé ce mot souvent, l'amour, mais madame parlait d'animal tout à l'heure. Et c'est vrai que pour moi, de toute façon, l'amour, ce n'est qu'un mot, c'est à base de désir, parce que pour moi, nous sommes des êtres humains, mais corps et esprit, et que donc ça part d'un désir, et un désir, effectivement, comme vous savez tous en nous, c'est une part d'inconscient, une part de conscient qui fait un amalgame, qui fait qu'on a envie de quelqu'un ou pas. Et on n'est pas maître de tout ça. Oui, on est maître de tout ça. Non, mais bien sûr. Parce que on ne maîtrise pas tout ça. Mais c'est vrai, l'amour, ce n'est qu'un mot. Par contre, à partir du désir, on peut construire quelque chose. Mais on est aussi des animaux, et effectivement, c'est le lien charnel qui va être le ciment du couple. Et à partir du moment où il n'y a plus de. Il n'y aura plus ce lien, il n'y aura plus grand-chose. Mais pas obligatoirement. il y a autre chose comme ciment de couple. Les gens veulent qu'on compare à toi, ils compare à copine. Ça peut être le couple 80%, c'est quand même le sexe. 80%. Non, je ne suis pas d'accord. Je parle dans la durée, je pense. Oui, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, pas dans la durée, justement. Je dis non, oui. Je pense que pas. Facilement. Pas obligatoirement. Quand on raisonne comme ça, c'est sûr que ça ne peut pas être. Et après, on invite. Non, justement, il y a de la tendresse, il y a peut-être une relation d'amour, mais qui n'est pas sexuelle, effectivement. L'amitié, quoi, ça veut dire l'amitié. Oui. Est-ce que l'amitié n'est pas une forme d'amour? C'est la différence entre l'amitié et l'amour. C'est égalité. Exactement, je comprends mon relation l'amitié plus sexe. Manifestement, on a dit quelque chose qu'après, essayez de vous entendre un petit peu les uns les autres. Deux secondes, le monsieur est en train de parler, je trouve ça intéressant. Ah, pardon, après, monsieur d'abord. Pardon. Non, mais je disais que la différence entre l'amitié et l'amour, on aime quelqu'un, effectivement, il y a du sexe, et l'amitié, enfin, pour moi, mes amis, il n'est pas question ça m'est jamais arrivé d'avoir une pensée pour eux, une pensée. Non. Ou elle. D'avoir une invitation à soi. Oui, certainement. C'est filé. Oui. Mais c'est de l'amour aussi, quelque part, non? On a des enfants. Oui, mais on n'a aucune. Mais l'amour peut c'est pas de l'amitié, une forme de timidité.
C'est pas de l'amitié non plus, c'est encore autre chose. Non, ça peut être... Et pourtant on parle d'amour filial, d'amour maternel. C'est différent. C'est le côté non intéressé, désintéressé, je dirais, de l'amour parental, etc. Ça pas du tout, c'est pas du tout. Non, mais ça s'appelle, non, on appelle l'amour aussi, c'est pour ça. Oui, l'amour c'est un mot, justement, qui peut donner du sens et qui n'a pas de sens. Mais en français, oui, le problème c'est qu'on a qu'un seul mot. J'aime les frites et puis j'aime la femme. C'est dommage. Attendez, on va laisser parler monsieur. Pour rebondir sur la tendresse, mon voisin qui parlait de sexualité, 80%, etc. Le couple s'entend bien pendant 20 ans, 30 ans, puis après monsieur il a son opération, on constate des trucs. Bon, et bien l'amour va pas être fini. Bon, hein? Non, mais non, mais c'est pas ça. Ce que je vous dis, c'est vous avez raison. Mais je vais moi me permettre de dire quelque chose. C'est que la sexualité ne s'arrête pas à l'acte sexuel. Vous voulez vous faire Et c'est pour ça qu'il me porte un peu à part avec ce que dit monsieur. Parce que moi j'ai des amis, des bons amis, hein, je ne parle pas de patients, mais je parle d'amis qui n'ont plus de relation parce qu'on ne peut pas, il y a un gros problème ici, un problème. On en a parlé plus d'une fois. Ils sont amoureux comme au premier jour, et ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Et je les connais très bien parce que je les connais depuis 30 ans, hein, et on en parle parce qu'ils connaissent mon métier, enfin tout ça, hein, et il dit, oui, on n'a pas de problème, d'accord, je ne mens plus, voilà, mais on s'aime, parce que, par exemple. D'accord, non, mais je suis content de l'entendre. Tout simplement. Et c'est ça le problème aussi de beaucoup d'hommes, en particulier beaucoup de femmes d'ailleurs, qui ont des idées préconçues là-dessus. La sexualité, ce n'est pas que la pénétration. Loin là, comment font les... Non, mais oui, le désir, c'est pas très... Pourtant, elles ont des orgasmes. Il paraît que les Gwyn ont encore plus... Je mets le mot exprès. Les homosexuelles femmes ont plus d'orgasmes encore que les femmes hétéros. Donc c'est... Le premier organe sexuel, c'est ça. Il y a des expériences qui ont des fêtes. On en avait parlé effectivement il y a une vingtaine d'années à Nantes, quand j'étais allée aux assises. J'étais bien contente d'entendre dire ça, parce qu'il y a eu aussi pas des expériences, des études qui ont été faites. Il n'y a pas un seul homme, un seul être humain dans le combat qui puisse avoir un plaisir, une jouissance. Par contre, un homme qui est paralysé peut avoir une jouissance. Mais non pas. Donc c'est cérébral. Le plaisir, c'est cérébral avant tout. Le reste, encore une fois, ce ne sont que les outils. Qui sont utiles. Ce ne sont que les outils. On joue avec son cerveau. Et une femme a la chance par rapport, mais l'homme peut le faire en particulier par le tantrisme, hein, mais autrement aussi, hein, peut jouir de n'importe quelle partie de son corps. Ah, on dit bien par exemple par les seins, les hommes comme les femmes. Il m'est arrivé à une certaine époque d'avoir des orgasmes avec le gros orteil. Ça fait un sacré plaisir, je veux dire. Hein? Bon ben, voilà. Et pourtant, à l'époque, l'homme avec lequel j'étais, il montrait qu'il n'y avait pas de souci. Hein? Mais ça se passait bien. Et c'est extraordinaire. Hein? C'est prendre ses pieds comme ça permet justement parce que quand on vieillit, vous devez le savoir, messieurs, quand on vieillit, le temps de pouvoir rebonder s'élargit de plus en plus, ce qui n'est pas le cas chez nous, les femmes. On peut jouir tant qu'on veut, bon, on peut avoir des organes à la suite. Les messieurs, eux, ça devient de plus en plus difficile. Mais ça les a demandé. Sauf qu'il faut que vous compreniez que c'est pas avec votre pénis que vous avez des plaisirs avec ça. Et quand tout le monde aura compris ça, ça va s'arranger entre nous. Sauf le problème, c'est que, et c'est pas de votre faute à vous les hommes, hein, du tout. Enfin, aux hommes qui pensent ça, qui ne sont pas tous, hein, je répète, beaucoup, hein, c'est qu'on vous a toujours dit tout le temps partout qu'un homme ça bombe, voilà. Ben oui, mais pas que. Ça a ça aussi. Comme nous, les femmes. Pareil. Hein, et c'est pour ça que on aime bien les gens tactiles, on aime bien parce que ça nous fait
fait monter le désir, l'excitation. C'est important. Oui, Et c'est... Oui, pardon. Allez-y, monsieur. Non, mais vous, les femmes, vous avez en plus une chose qui s'appelle un clitoris que nous, on n'a pas. Si, c'est l'équivalent en gros du pénis. À peu près, c'est si. On n'a pas un organe qui est aussi sensible que ça. Mais si, le pénis est drôlement sensible. Oui, mais... Ah bah si, alors, pas sens. Mais oui, mais il y en a aussi beaucoup qui sont... Il y a aussi beaucoup de femmes qui ne savent pas s'en servir et beaucoup d'hommes qui ne savent pas. Hein, on dit bien qu'il n'y a pas de femmes féminines, il y a que des mauvaises langues. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Coluche, paraît-il. Il y a quelqu'un d'autre aussi, mais... on dit aussi, c'est Vigny qui a dit, il n'y a pas de femme frigide, il n'y a que de mauvais amants. Il n'y a pas de femme frigide, il n'y a que de mauvais amants. Mais je dirais aussi l'inverse. Hein. Un homme, même s'il ne bande pas, il peut quand même jouir. Et c'est aussi parce qu'il faut aussi que la personne avec laquelle il est sache lui faire monter quelque chose qu'on va appeler désir, mais qui ne va pas faire monter son chibre pour autant. Hein. Mais il pourra, comme ce monsieur dont je parle, cet ami, hein, qui habite hélas trop loin, mais je suis sûre qu'il n'aurait pas hésité à me raconter ce qu'il dit. Et lui, il m'a dit plusieurs fois, et sa femme est tout à fait d'accord, ils s'adorent, ils se tiennent par la main, ils sont mariés depuis 40 ans. Hein, ils n'ont pas, il ne peut pas, il est plus puissant. Ils ont lui 70 ans, hein, de toute façon, maintenant, et elle doit avoir à peu près autant, ils sont adorables. Hein, et ils ont du plaisir. Je dis, oui, je sais, pas de problème. Hein, il me dit, mais moi, je n'ai pas de souci avec ça. C'est bien que la femme n'aille pas voir ailleurs, quoi. C'est ça qui... Il n'y a aucune raison. Elle est heureuse. Non, mais c'est ça. Mais elle a du plaisir. Ils ont du plaisir. Comme disait monsieur, effectivement, la sexualité continue à faire partie d'un couple. Elle n'a pas d'orgasme, mais elle a du plaisir. Non, elle a des organes, oui, le problème. Mais lui aussi. C'est ça que est difficile à faire comprendre. Hein? Parce que ça vient de là. Oui, ça c'est non, ça arrive au non, il y a d'autres manières de s'adapter, il n'y a pas que la pénétration. La pénétration, c'est simplement une chose. C'est comme si vous étiez... Qu'est-ce que vous faites comme métier? Si vous étiez charpentier, par exemple, et que vous n'utilisiez que votre niveau, ça va être juste. D'accord, ça va marcher pour mettre les charpentes droites. Mais si vous avez peu de niveau, si vous cassez votre niveau, comment vous faites? Vous n'allez pas arrêter d'être charpentier pour autant, mon Dieu. Hein? Vous allez peut-être utiliser d'ailleurs un bout de ficelle avec un caillou, avec un trou. Hein? Ça va marcher pour avoir un plomb. Hein? Ok? Hein? Et puis, vous allez réussir. Voilà. Il y a des quantités de solutions. Ben, voilà ce qu'ils font. Il y a des choses de dépannage. Et puis, il y a aussi... Il y a des choses pour dépanner. Hein. Tout à fait. Au moins pour les dames. Et même pour les messieurs, ça peut marcher. Hein? Mais le principal organe, le principal organe sexuel, c'est le cerveau. Puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu des études qui ont été faites sur les malades dans les services de neurochirurgie, hein, les malades lourds, hein, et ben, quelqu'un qui est paralysé complètement, et ben, il pourra jouir sans son pénis. Et j'ai eu une amie aussi, hein, parce que je ne parle pas de cas de patients, hein, parce que ça reste, voilà, mais j'ai eu une amie aussi qui était paralysée après un accident de voiture. Hein, elle était dans un fauteuil roulant, elle était toute très belle, très jolie femme, hein, et elle était mariée, elle a quand même eu 3 enfants, elle était inséminée du coup, hein, et je l'ai vue moi 2 ans après son accident, et je l'ai revue il n'y a pas longtemps. Elle a 3 enfants, elle est parfaitement heureuse. Et ça fait 20 ans que ça dure. Et son mari, elle ne sent pas la pénétration, mais ils ont des trucs pour que ça marche. Et la pénétration, elle est soumise de l'enfant. Hein. C'est beau tout ça. C'est extraordinaire. C'est parce qu'il y a vraiment l'amour à la base. C'est ça. Mais aussi la sexualité, monsieur a raison. Non, mais quand vous parlez qu'il n'y a pas besoin de pénis, effectivement, j'apprends rien sur d'autres personnes, mais
On dit que le point G de l'homme, c'est la C'est pas le point G, ça n'existe on peut pas. jouir sans effectivement. Le point G n'existe pas. On parle c'est vrai, dans certains bouquins, on met l'équivalent du point G de la femme, c'est la prostate. Il a été prouvé. La femme, enfin, écoutez, moi je sais ce que j'ai appris, c'est tout. Hein. Oui, ben justement. Je veux dire que le point G est au même endroit chez toutes les femmes, donc il existe chez toutes les femmes. Mais ceci dit, je voulais dire, quand on dit qu'il n'y a pas besoin de pénis, effectivement, l'homme peut jouir par le passage de la prostate sans qu'il y ait éjaculation. Ça rejoint ce que vous dites. Oui, mais le point G n'existe pas. Il est problématique, il n'existe pas. C'est pas la vie de tout le monde. Ah ben c'est la vie des scientifiques actuellement, mais bon, peu importe. C'est pas très grave. Et il y a aussi beaucoup d'hommes qui jouissent par pénétration anale quand même. N'oublions pas, il y a quand même 20%. Et les femmes aussi qui jouissent comme ça. Voilà. Donc c'est compliqué, la sexualité c'est pas simple. C'est pas ce qu'on nous a dit, le problème de tuyauterie. Hein. C'est beaucoup plus vaste que ça. C'est ça qu'il faut que les époux s'accordent aussi au niveau de la sexualité. Absolument. C'est ça aussi, c'est un accord en fait. Parce que les besoins ne sont pas toujours les mêmes. Il y a plein de choses en fait. Mais c'est ça qui est intéressant. Oui, si c'était simple, ça serait bête. Moi j'ai l'impression que l'homme, ça fait pas du cerveau. Du sexe. Oui, non, parce qu'il ne sait pas aimer sans. C'est compliqué. Il sait pas, dès qu'il n'y a plus de sexe, il va voir ailleurs. Ou alors, voilà, c'est ça, il est pas fidèle. C'est pas tout le temps le cas. J'ai l'impression que beaucoup c'est le sexe. Vous avez fait tourner le papier, tout le monde a Ils ne savent pas aimer. Ils ne savent pas aimer. On n'a pas tous sensible sur la tête. Comment? On n'a pas tous sensible sur la tête. Vous avez raison. Je sais pas, moi j'ai l'impression. C'est le cas d'un certain nombre, c'est certain, mais bon, il faut trouver encore toujours pareil, quelqu'un qui est capable de réfléchir autrement. Il y en a. Moi j'ai non, je sais bien, mais et puis même quelqu'un qui pense pas comme ça, on peut le faire, on peut l'amener. C'est différent. Bien sûr, oui, heureusement. Ça va des gens intelligents, ils ne sont pas tous forcément. Si, ils sont le on va peut-être, si vous voulez bien, arrêter aujourd'hui, parce qu'il commence à être tard. Alors, si vous avez, donc tout le monde, est-ce que tous les gens qui veulent mettre leur nom, oui, comme ça, on verra un petit peu rendu, et puis peut-être la vidéo en fonction des choses à l'heure. Et si vous avez des suggestions, alors il y a un petit cahier comme ça, si vous avez des suggestions à mettre, ou si vous êtes content, tout simplement, vous avez le droit de le dire, et aussi de mettre votre opinion pour les prochains sujets. Hein, donc on va essayer, si vous voulez bien, faire 5 fois par mois. Hein, de toute façon, tous ceux qui ont mis leur mail, je vais leur envoyer. Et sur quel ben voilà le problème. Alors, Linda. Non, mais moi, oui, sur le thème de la relation, sexologie, c'est ça. Hein, la communication avec l'autre, peu importe après. Linda, tu avais dit quoi, toi? Qu'éventuellement, vous pouviez suggérer des sujets que vous aviez envie qu'on aborde ensemble. Alors, moi, ça se fait en semaine parce que moi je suis pas là les week-ends. Ah, mais de toute façon, ça peut être que le mercredi ici. Bon, alors, je pensais, alors la prochaine fois, c'est le deuxième week-end, le deuxième mercredi de novembre, c'est le 11 novembre. Alors je suggérais, parce que moi je suis à Brest pour faire ça la semaine prochaine, je suggérais de le mettre le 3 novembre. Est-ce que ça vous convient? Enfin, le 3 ou le 4, enfin la semaine d'avant. Le 4. Le mercredi 11. Le mercredi 4, il y en a un endroit? Oui. Parfait. Donc le sujet est à déterminer. Alors, je ne sais pas. Donc si vous avez des suggestions, sinon vous me le direz. Hein, c'est pareil, c'est café.sexo. France, c'était sur le petit mot. Est-ce que vous avez... De toute façon, je vais vous envoyer un petit mot. Hein, c'est café.sexo. C'est pas des tirés, désolé. France, voilà, @gmail.com. café.sexo.france. Mais je vous envoyer un mail, d'accord? Et sur le